Les tifosi espéraient une victoire de Ferrari après la pole de Charles Leclerc au Grand Prix de Hongrie, mais c'est encore McLaren qui l'emporte. Lando Norris s'impose devant Oscar Piastri, son rival pour le titre. Impuissant, Leclerc explose à la radio. Ferrari est-elle tombée dans le piège de McLaren et son coup de bluff au stand? Malgré la reconduction de Fred Vasseur, le blues s'installe à Maranello, comme chez un Lewis Hamilton plus que jamais en plein doute. Passage à vide ou fin de cycle pour le septuple champion. Et côté Alpine, quel impact après la nomination du nouveau DG de Renault? Débat. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans On refait la F1, votre émission hebdo sur l'actualité de la F1, une émission délocalisée pour la spéciale, la dernière émission avant la coupure estivale. En tout cas, en préambule, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à réagir dans les commentaires en dessous de la vidéo. Vous savez que On refait la F1 est également disponible en version audio sur Apple Podcast, Spotify et Deezer. Donc je vous dis, on est délocalisé, on est chacun sur des lieux différents, on n'est pas en plateau cette semaine. Moi, de mon côté, je suis regardé, on devine à mes côtés que je suis dans la baie de Sydney avec comme autre fanat du paddock cette semaine en duplex, lui de Budapest où il a assisté au Grand Prix d'Autriche, notre fan numéro 1 de l'écurie alpine, Monsieur Guillaume Pommier. Salut Guillaume. Bonjour Olivier, bonjour à tous. En duplex, il a fait brûler tout le week-end les cierges du côté de l'église de Maranello, mais ça n'a pas suffi malgré la pole de Charles Leclerc. Monsieur Alain Ducas, alias Don Camillo. Salut Alain. Bonjour à tous. Autre tifosi, il est resté en Belgique après le Grand Prix de Spa. Monsieur Christophe Degrave, alias Outrun. Salut Christophe. Je vais bien, tout va bien. Je vais bien, tout va bien. Oui, il faut infuser du positif. On va longuement en parler. Ouais. Quant à moi, vous savez, je demeure le fan numéro 1 de regarder, c'est marqué sur mon t-shirt. Je peux enfin le porter parce que je suis pas en plateau et donc le verre n'incruste pas. Avec notre fond virtuel, bien sûr, il s'agit de Fernando Alonso qui s'est classé brillamment au 5e ce week-end. Un mot, comme chaque semaine, au sujet du sponsor de notre émission, à savoir Winamax. Le site de paris en ligne Winamax offre à tous les nouveaux joueurs 2 bonus de bienvenue exceptionnels pour parier. Pour découvrir vos avantages, rendez-vous en fin d'émission dans la rubrique pronostic ou encore dans la description de la vidéo. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Et je vous rappelle également que c'est un jeu et qui ne permet pas de s'enrichir, qui n'est pas une alternative au travail. En tout cas, un grand merci à Winamax qui sponsorise cette émission. Messieurs, Radio Check. Radio Check. Allez, en préambule de cette émission, retour sur le Grand Prix de Hongrie qui s'est tenu ce week-end avec vos tops et vos flops. Allez, rapide, coup d'œil sur le classement de ce Grand Prix de Hongrie. Nouveau doublé des McLaren sur le circuit de Hungaroring du côté de la Hongrie, un 7e doublé de la saison. Lando Norris s'est imposé devant son coéquipier Oscar Piastri. 3e place, on trouve George Russell. Déception pour Charles Leclerc qui ne se classe que 4e après avoir signé pourtant la pole et mené pendant longtemps la course. On va y revenir. 5e, le brillantissime Fernando Alonso, bien sûr, sur son Aston Martin du sommet de ses 44 printemps. 6e, le protégé de Fernando, Gabriel Bartoletto, sur sa Kick Sauber, et qui lui-même a devancé Lance Stroll et Liam Lawson. Max Verstappen sur sa Red Bull ne se classe que 9e devant Kimi Antonelli sur sa Mercedes. 10e, course difficile du côté des Français. Pour les pilotes tricolores, Isaac Hadjar se classe 11e sur sa Racing Bulls. Ocon est 16e et Gasly, bon dernier, 19e. On commence avec vos tops et vos flops. On commence par les tops et on commence par Christophe. Quel est ton top cette semaine? Alors mon top, c'est Norris, tout simplement parce que je l'ai trouvé vraiment avec un comportement de champion, tu vois. C'était pas facile en fait, ça lui a pas été donné cette victoire. Il a dû se confronter à Oscar Piastri et bien évidemment il a dû dépasser la Ferrari également de Charles Leclerc. Et il a fait tout ça avec brio. Il a su résister avec des pneus qui étaient quand même un peu en bout de vie en fait sur la fin de la course. Et à la régulière, il s'est placé là tranquille, juste avant ce break estival. Et ça va vraiment lui faire du bien parce que il vient s'accrocher littéralement à Oscar Piastri en termes de points. Et tout simplement, moi je trouve que bravo
McLaren, et bravo en particulier à Norris, en fait, d'avoir pu se battre à ce point avec son coéquipier, alors qu'il n'avait peut-être pas toutes les armes pour réussir aujourd'hui. Les papayas roulent, ont fonctionné. Quelle stratégie de McLaren encore ce week-end? Messieurs, qu'est-ce que vous en avez pensé? Notamment cette magistrée à côté stratégie qui a un petit peu fait tourner la tête de Ferrari, peut-être pour commencer avec donc Camille. Là, je dirais qu'ils ont fait fort à tout niveau, parce que même Lando, quelque part, a roulé dans la farine Oscar avec sa stratégie. Oscar, lui, de son côté, il a fait rentrer les Ferrari, enfin Leclerc, qui a été franchement naïf sur le coup. Je pense pas qu'il y avait besoin, mais ils l'ont fait. Donc, ouais, c'était un Grand Prix mené de main de maître au niveau de la stratégie de McLaren, et surtout du côté de Lando. Donc, chapeau. Alors, rappelons les 2 arrêts, hein, notamment anticipé de Piastri qui a surpris tout le monde, notamment qui est à l'inverse des annonces radio et des messages qui pouvaient être donnés. C'est vraiment un enfumage réussi de la part de McLaren envers les stratèges de Ferrari, tu penses, donc Camille, Guillaume ou même Eric, ou même Christophe, pardon. Sur Lando, sur Oscar, déjà oui, parce que même les communications étaient... tout était à côté de la réalité de ce qu'il pensait. A priori, la stratégie était déjà élaborée au début. On se demande même s'il n'a pas fait exprès d'être 4e, quoi. Donc, à mon avis, c'est allé très loin. Quant à Oscar, ça a été une fois, quoi. On rentre, et puis pour pas se faire undercutter, crack, notre ami Charles rentre, et puis eux, ils rentrent pas du tout. Donc, non, chapeau, c'est très très bien joué. Guillaume, qu'est-ce que tu as pensé de la stratégie des McLaren, de l'attitude de Norris au-delà? On a eu chaud quand même sur la fin de course, notamment Piastri est revenu très fort et il a failli s'accrocher, hein. Il a bloqué ses roues dans l'avant-dernier tour, on a eu très peur. On a même peur qu'à un moment donné, ça finisse par s'accrocher, tu crois pas? Oui, totalement. Ça s'est déjà accroché au Canada et potentiellement ça va de nouveau arriver plus tard dans la saison. Je pense que la première chose qui explique la victoire de McLaren, c'est la performance. Ils étaient au-dessus tout le week-end en termes de performance, et la pole de Leclerc est entre guillemets plutôt une anomalie liée aux circonstances, on pourra en reparler après. Mais des essais libres 1 à la course, McLaren en termes de rythme était plus fort que toutes les autres voitures, qui a déjà la performance. Et puis ensuite, effectivement, les circonstances de course ont fait que McLaren a bien joué le coup en faisant 2 stratégies différentes et en mettant la pression sur Leclerc. Mais tu vois, je pense que malgré ça, il serait quand même passé devant, tu vois, parce que Leclerc termine quand même à plus de 20 secondes. Il y avait beaucoup moins de performance, on va en reparler après. Et très bien joué la part de Norris. Alors, je ne sais pas si c'était prévu avant, ou si, mais Alain, tu sembles dire que oui, dans ce cas, très bien, et tant mieux pour lui, et après, il l'a super bien exécuté. Donc, c'est génial. C'était pas gagné après le premier tour, hein, Guillaume, ça, ou même Christophe, hein, parce que rappelons qu'il a perdu 2 places au départ, donc on s'attendait au pire pour lui, hein, sachant que le Grand Prix de Hongrie et le circuit de Hungaroring n'est pas le meilleur circuit pour dépasser, et il s'en est superbement sorti, question stratégie. Un grand calme, quasiment pas d'erreur, hein, ce week-end, Christophe. Clairement, oui, effectivement, quand il rate quelque part en fait son départ, et donc ça te met pas dans une de bonne humeur en fait pour pouvoir continuer cette course, mais il a su rester calme et effectivement appliquer le plan à la lettre en fait, et quelque part en fait rattraper la Ferrari, et puis après ensuite son coéquipier. Donc encore une fois, bravo à lui. C'est une exécution sans aucune erreur, en fait, c'est vraiment parfait. Et je ne peux que valider encore une fois ce que notre ami Guillaume a dit, à savoir que cette fois-ci, effectivement, on avait les 2 McLaren, que les 2 McLaren se sont opposés en termes tout simplement de stratégie, et pourtant ils terminent pratiquement au même moment. Donc ça veut dire que les 2 stratégies étaient bonnes. Et Ferrari a eu vraiment du mal à se positionner entre ces 2 McLaren qui étaient tout simplement exceptionnels d'un point de vue stratégique. Après, pour le manque de rythme de Charles, etc., on pourra y revenir. Moi, je pense qu'il y a un autre sujet. Mais oui, bravo à Norris qui a exécuté, qui a fait en sorte, en fait, malgré son départ raté. Malheureusement, il va falloir qu'il corrige ce genre de problématique parce que c'est pas la première fois que ça lui arrive. Mais il a quand même su tout simplement
faire en sorte que à la fin de la course, ce soit lui qui soit devant. Oui, je pense pas qu'il ait vraiment raté son départ. Il a plus été victime. Il était très agressif. Il est mieux parti que la concurrence, mais il s'est laissé enfermer. Il a été un peu victime, je pense, des circonstances. Donc, Ami, ton top cette semaine, on reviendra longuement dans les flops sur Ferrari, bien sûr. Mon top, c'est Bortoleto. Alors là, ça commence réellement à être ultra consistant. On observe quand même que chez les rookies, c'est parfois il y a un petit peu de ups and downs, mais lui c'est que de la progression et bon, c'est clair que Fernando Alonso fait la pub de son poulain, mais je crois qu'il a pas tort. Il a été champion du monde de Formule 1 l'année dernière. C'est quelqu'un qui est discret. Formule 2, pardon. C'est déjà pas mal. C'est quelqu'un qui est pour un Brésilien extrêmement discret. Mais voilà, il est calme, il est pondéré, ça fait déjà plusieurs fois, même en essai, il est à peu près équivalent à Hulk, donc il n'est pas avec un coéquipier facile, et pourtant il lui tient la dragée haute, et là pour le moment il fait mieux que lui, donc là c'est 10 sur 10. Et puis on voit les Kicks Sauber monter en puissance, de bon augure, avec l'arrivée l'année prochaine d'Audi, qui va courir sous ses propres couleurs et reprendre donc l'écurie Sauber. Rappelons effectivement que Fernando Alonso est l'agent et un petit peu le parrain le parrain de Gabriele Bortoleto en F1. Guillaume, je vois que tu as le même top que moi cette semaine, et je te laisse en parler parce qu'on va dire que pour moi c'est forcément intéressé. Bah oui, j'ai mis Aston Martin moi cette semaine parce que j'ai été bluffé par leur step en avant par rapport à Spa. À Spa, il y a une semaine, ils sont, c'est presque la moins bonne écurie, et là ils étaient la deuxième ou troisième meilleure voiture quoi en fait. Et tout le week-end, pareil, essai libre, ils étaient vraiment toujours dans le top 10. Ils sont montés en puissance. Le samedi c'était plutôt top 4, top 5. Et à la fois Alonso et Stroll. Donc les deux, il n'y a pas eu Alonso qui a surperformé par rapport à Stroll, il était un peu devant, mais Stroll a bien fait son coup aussi. Et au final, ça fait 5 et 6 en qualification et 5 et 7 en course, avec des gros points pour Aston Martin. C'est leur meilleur week-end de la saison. Et tu vas peut-être en parler, Olivier, mais le problème de ça, on va dire, c'est que je pense qu'ils n'arrivent pas forcément trop à comprendre pourquoi, à part de dire que le circuit convenait bien à la voiture, et aussi les circonstances en qualif. Et là, ça a changé, quoi. Il faisait moins chaud le samedi, notamment en Q3, et ils étaient bons aussi en essai et pendant toute la qualif. Donc je pense qu'il n'y a pas que ça, mais peut-être le circuit, mais c'est quand même un peu léger comme explication. Mais en tout cas, moi je me dis, il y a un effet Newey, mais apparemment non. Donc à voir. Ouais, encore une fois, c'est important de le souligner, c'est vraiment encourageant. D'une part, on l'a vu tout le week-end, il a même aligné parfois les meilleurs temps en FP2, je me souviens bien de mémoire, Fernando Alonso, puisqu'en F1, il n'était pas là parce qu'il souffrait du dos. Malgré son dos endolori, il s'est quand même qualifié 5e et il s'est classé 6e. Et tu l'as dit, Lance Stroll était dans un bon jour également et il a fini 7e en se qualifiant 6e. C'est bon que la voiture était au rendez-vous et il a difficulté, comme beaucoup d'écuries du plateau, c'est qu'ils ne comprennent pas toujours pourquoi ça marche. Rappelons que dans les 6 ou 7 premiers classés de la qualif, ils sont tous dans le même 10e. Je crois que c'est quasiment historiquement du jamais vu dans l'histoire de la F1. Donc ça montre que rien suffit à se retrouver en queue de peloton. On enchaîne avec les flops et une séance d'autoflagellation de notre ami Don Camille. Est-ce que je peux juste compléter ce que tu disais à propos du fait que les voitures sont hyper rapprochées? Il faut se rendre compte, je pense que il y a longtemps que ça n'est plus arrivé. Au 10e tour, donc on n'est pas au premier tour, au 10e tour, tu as 15 voitures qui sont dans le même DRS. Ça, c'est absolument hallucinant, quoi. Donc ça complète ce que tu dis, parce que là, c'était carrément en course, quoi. Mais voilà. Effectivement, les ups and downs des uns et des autres s'expliquent aussi, parce que parfois, ils comprennent pas. Ils comprennent pas ce qui leur est arrivé, pourquoi ils sont bons, pourquoi ils sont mauvais. Mais c'est le cas de beaucoup d'écuries. Ok. Alors, la séance d'autoflagellation, ce sera pour Christophe tout à l'heure, mais on commence avec toi, donc Camille. Et ton flop? Je dirais que mon flop, je l'ai fait pour éviter de me fâcher tout rouge. Et donc, je l'ai mis sur Alpine, parce que là, il y a une constante dans la médiocrité qui commence à être très embêtante. Que ce soit Gasly, que ce soit Colapinto,
ils sont tous les deux là pour dire, là pour le coup c'est le châssis qui ne va pas. Donc ils comprennent pas, instabilité en entrée, instabilité en grande courbe, ça ne les met pas à l'aise. Donc quand Gasly fait une séance d'essai exceptionnelle, c'est juste lui, ça c'est évident. Mais sur la longueur d'une course, ça devient épouvantable, quoi. L'écurie française, tu l'as souligné, était nulle part ce week-end. Gasly qualifié 17e derrière son coéquipier Colapinto pour une fois qu'il est devant. Il finit dernier du classement, Gasly, on l'a dit tout à l'heure, 19e. L'Argentin, lui, n'a pas fait mieux, qualifié 16e, 18e devant Gasly quand même en course. On va revenir sur Alpine et son avenir dans un instant, parce qu'on va parler du DG de Renault dans un chapitre de l'émission, le nouveau DG de Renault qui vient d'être nommé, et son impact qu'il aura sur Alpine. Guillaume, je vais pas t'ennuyer avec Alpine, je vais pas t'auto-flageller, je vais pas te flageller tout court d'ailleurs. Alors, on enchaîne avec ton propre flop. Moi, j'ai mis Red Bull ce week-end, parce que là, pour le coup, eux aussi, ils étaient vraiment nulle part. Alors Tsunoda, il était en fond de grille tout le week-end, et même Verstappen n'a pas réussi en fait à bien positionner le Red Bull à la fois en qualification et en course. C'était un Grand Prix hyper compliqué, et je pense que c'était peut-être leur Grand Prix le plus compliqué de la saison, quoi. Vraiment, il n'y a aucune séance d'essai, de qualification où ils étaient aux avant-postes, quoi. D'ailleurs, Verstappen passe en Q3 en qualif, on est presque même surpris. Parce qu'il fait un step en passant en Q3. Il est jamais dans le top 10. Des essais libres 1, 2, 3, il est jamais dans le top 10. Et même en course, il n'a pas réussi à remonter. Et il termine derrière la Racing Bull, quoi. Je veux dire, la première voiture du giron Red Bull, c'est une Racing Bull. C'est pas Verstappen. Donc, pour moi, ils étaient vraiment en dessous de ce qu'ils espéraient. Il y avait des problèmes de réglage, il n'y avait pas d'adhérence. Et contrairement à d'autres Grands Prix où Verstappen arrive par ses réglages à améliorer la voiture, là, il n'a pas réussi, quoi. Du week-end en fait. Donc flop pour moi ce Red Bull. Week-end difficile en Hongrie, donc tu l'as dit pour les Red Bull en général, avec de mauvaises qualifications. Max et Yuki respectivement 8e et 16e. À nouveau un gros écart entre les deux pilotes. L'écart s'était resserré la semaine dernière à Silverstone. Max Verstappen termine 9e malgré de beaux dépassements, parfois un peu musclés. Sur Hamilton, on va en parler dans un instant. Il n'a pas vraiment été aidé par le trafic. Une réaction peut-être de Camillo et de Christophe sur la performance toute relative des Red Bull ce week-end. Oui, du côté des Red Bull, très, très franchement, moi ça me fait vraiment peur. Alors je suis pas un fan Red Bull, ça ne vous aura pas échappé, mais malgré tout, habituellement, de façon très objective, c'est vrai que tu vois que les Red Bull parfois commencent mal leur week-end, mais après ils trouvent les bons réglages et puis ils performent pour la course. D'autant plus avec notre ami, d'autant plus avec notre ami Verstappen, qui est, j'ai du mal à le dire en fait, mais un bon pilote. Et donc effectivement, un excellent pilote, Christophe. Un très bon pilote. Et donc effectivement, le truc en fait, c'est que ici, que ce soit Max ou que ce soit l'écurie, ils n'ont pas trouvé les bons réglages et ils n'ont pas trouvé la performance en course. Et donc là, c'est quelque part en fait, je me dis que vraiment Red Bull est un peu loin pour le moment. Ça n'empêche qu'ils peuvent performer sur 2026, mais pour moi, leur saison est vraiment bouclée, ainsi que la majorité des écuries d'ailleurs en fait pour cette saison. Mais voilà. Donc il y a. Tu penses que le championnat est plié pour toi? C'est ça, en fait. Ouais, pour moi, le championnat est plié. Ouais, ça va être très difficile. On peut y revenir par la suite concernant Ferrari, qui est le numéro 2, mais je les vois mal en fait aller chercher la première place, au moins du côté des pilotes et même constructeurs de toute façon. Ensuite, tu as ensuite le second baquet, et là, en fait, tu vois toute cette semaine l'arrivée du nouveau boss tout simplement chez Red Bull, met en exergue, met en évidence tout un tas de choses concernant le second baquet. Et c'est très intéressant parce que globalement, aujourd'hui, la parole se libère et tu vois très clairement en fait, que la stratégie passée de Red Bull et de Christian Horner était de tout donner à Max. Alors, on le savait déjà, mais on comprend mieux aujourd'hui en fait, quand tu as un pilote comme Yuki qui dit « mais de toute façon, je ne me compare pas à Max parce qu'on verra le jour où j'aurai la même voiture que lui et où j'aurai tous les upgrades. » Donc aujourd'hui, il lui manque encore visiblement 2 upgrades majeurs sur sa monoplace, ce qui intimement nous indique que globalement, Red Bull
investissait la majorité de son budget, ou peut-être 3/4 de son budget, j'en sais rien, dans la voiture de Max. C'était vrai, ça a toujours été, et ça, en tout cas ces dernières années, une écurie monopilote. Et le fait que la parole se libère autour de ça, c'est clair et net, ça valide, ça coche cette case, en fait, tu vois, où clairement on sait que Yuki n'a pas les mêmes armes que Max pour se battre. Il faut relativiser un petit peu quand même, parce qu'effectivement, la semaine dernière, on a appris que Red Bull avait mis à disposition de Yuki Tsunoda un fond plat qui lui manquait terriblement, mais parce qu'il avait quand même explosé sa voiture, notamment au Japon de mémoire, hein, si je me trompe pas. Mais effectivement, là, il y a encore l'écart qui s'est creusé. Toujours au sujet de Red Bull, c'est officiel, hein, Alain, Max reste chez Red Bull en 2026. Il a officiellement déclaré. Il s'est même étonné, je cite, que de ces rumeurs qui se sont multipliées, de son bateau qui était à proximité de celui de Toto Wolff à Porto Cervo en Sardaigne, qui a fait s'enflammer la toile sur une possible rencontre et une négociation d'un contrat pour 2026 chez Mercedes. Ton sentiment, moi, j'ai trouvé un peu gonflé l'ami Max, que je l'aime bien quand même, mais de dire, mais arrêtez avec tout ce bruit. Alors pourquoi il n'a pas démenti plus tôt? Il a attendu que quasiment 15 jours, 3 semaines pour démentir, alors qu'on sentait bien qu'il y avait de la négo dans l'air, mon cher Alain. Oui, il y avait de la négo dans l'air, comme la famille Verstappen est en grande partie responsable du limogeage d'Horner. Voilà, ça fait partie de tout ce qui se passe d'un petit peu quand même nauséabond au sein de l'écurie Red Bull. Ça, je pense que c'est un sentiment partagé par tout le monde. C'est une écurie qui se dilite et je ne sais pas du tout ce qui va se passer en 2026. Maintenant, je me mets à la place de Max. M'enfermer, peut-être pour le bien, avec Mercedes sur un long terme, me paraît un peu prématuré. On l'a dit la semaine dernière. Est-ce qu'on est sûr que Mercedes aura un châssis au top niveau, que aussi le moteur sera au top niveau? Probablement, mais le châssis, on n'en sait rien. C'est vrai que quand on compare aujourd'hui châssis Mercedes à châssis McLaren, même moteur, il y a quand même de quoi se poser des questions. Donc, je suis Max, j'attends, et j'attends la première année de la nouvelle réglementation avant de me prononcer. Guillaume, on en sait un petit peu plus. Donc, Camille en parlait des raisons de l'éviction de Christian Horner. Il semble vraiment que ça vienne d'une volonté de réorganiser l'écurie et que l'Autriche prenne véritablement le pouvoir. Hein. Ouais, on l'avait dit, hein, c'est des luttes de pouvoir entre la partie anglaise et la partie autrichienne. Et la partie autrichienne voulait reprendre le pouvoir sur l'écurie. Et ça a commencé après le décès de Matušić. Donc c'est 2022 le point de départ, on l'a rappelé. Et pour revenir sur l'annonce de Verstappen, en fait, il y a la forme et le fond. Je pense sur la forme, c'est vrai qu'il se moque un peu de nous, quoi, parce que si jamais, effectivement, comme tu as dit, Olivier, s'il avait voulu clarifier ça il y a un mois, il l'aurait dit et on n'en aurait pas parlé. Par contre, sur le fond, je pense que Alain a dit, je suis d'accord avec Alain, c'est-à-dire que je pense que la tactique, c'est de dire on va rester un an chez Red Bull pour voir à quoi ressemble la Red Bull en 2026. Quelle va être aussi la hiérarchie en 2026, et il aura plus d'éléments pour prendre sa décision en 2027 ou en 2028. Mais clairement, l'année prochaine, si la Red Bull est nowhere et que la Mercedes est dominatrice, je pense que les discussions vont reprendre et aboutiront, à mon avis, avec plus de chance. Allez, on enchaîne avec le flop de Christophe, et c'est le même que le mien cette semaine. Oui, effectivement, c'est sans grande surprise Ferrari, très franchement. Samedi, j'étais hyper heureux. Il y avait, franchement, je suis arrivé dans la cuisine là, après la qualification, j'étais en train de danser comme ça. En fait, il y a mon épouse en fait qui avait le sourire en coin. J'étais super content, tout simplement parce que notre ami Charles Leclerc était arrivé premier en qualification. Alors, on ne savait pas exactement comment. Il avait super performé. Effectivement, il y a la température, le soleil qui se pointait pas en fait sur la piste et qui changeait évidemment toutes les X minutes la qualité de la piste. Mais malgré tout, il s'était placé en premier devant les McLaren, ce que beaucoup de pilotes ont du mal à faire aujourd'hui. Donc ça augurait vraiment de bonnes choses pour le week-end et pas du tout. Pas du tout, et à 3 endroits différents, évidemment, enfin 2 endroits particulièrement. Il y a un
ce qu'on appelle le mur, hein, donc les stratèges, l'équipe qui se trouve derrière en fait et qui accompagne le pilote, et qui visiblement ont fait des erreurs d'un point de vue stratégique en faisant rentrer trop tôt notre ami Charles. Et puis surtout, il restait a priori des incompréhensions entre le mur, les ingénieurs, les stratèges et le pilote, parce que dès le début, où on va parler du premier tiers, en tous les cas, du GP, tu as entendu des radios avec notre ami Charles qui disait tiens, les choses dont on a parlé, il faut qu'on en reparle avant que vous les appliquiez, etc. Et visiblement, il y avait une mécompréhension alors qu'il s'était déjà lancé sur la piste. Et donc, le fait qu'on n'ait pas tout réglé et que la stratégie soit pas claire pour le pilote quand on se lance sur la piste, c'est vraiment très dommage. Ça veut dire que pour moi, le travail n'a pas été bien fait en amont. Et ça, c'est vraiment très triste. Donc, il y a vraiment cette partie stratégie. Et puis, il y a la partie pilote. La partie pilote avec Charles qui, visiblement, n'était effectivement pas au courant en fait, de tout ce qui se passait. Il pensait a priori que les gens, son équipe faisait des modifications au niveau de l'aileron avant, alors qu'a priori, pas du tout, et que finalement, il a eu un problème de châssis, on pourrait y revenir par la suite, qui lui a fait perdre 2 secondes par tour, de ce qui lui était devenu, du coup, il lui était devenu impossible de gagner quoi que ce soit, et il s'est fait passer par tout le monde, ce compris Russell, qui ne devait pas faire partie du podium à la base. Et puis après, de l'autre côté, tu as Hamilton, qui aujourd'hui me fait très peur parce que globalement, il y a vraiment une expression. On va revenir sur Hamilton dans un instant. On a un chapitre qui est dédié, mais tout à fait. Mais ça fait partie de mon flop Ferrari, quoi. Tu vois. J'ai bien compris. Cet aspect mais restons sur Charles à l'instant. On a un chapitre sur Hamilton. On n'a pas trop compris les déclarations de Charles. Tu l'as dit, tu l'as souligné. Il était très en colère. Hein. On l'a dit dans le sommaire, c'est l'un des titres de cette émission. Il a évoqué un problème de châssis au 40e tour. On a l'impression, effectivement, on le disait en amont avec donc Ami, peut-être il va peut-être rebondir, que cette grande frustration de Leclerc, elle peut aussi s'expliquer par le fait qu'il y a des erreurs stratégiques qui ont été commises. Et puis, on a vu paraître quelques papiers et quelques publications et quelques déclarations, notamment de Ralf Schumacher, qui disent que apparemment il y avait un problème de pression de pneus qui puisse expliquer donc Ami le fait que les performances de notre ami Charles se soient écroulées. Il y en a un à qui je vais donner le surnom de Monsieur Fiel. C'est George Russell. Alors là, dans le genre, il est très très bien. C'est George Russell, j'ai confondu avec Schumacher, autant pour moi. Ouais. Donc Monsieur Fiel, lui, il a découvert ce qui se passait chez Ferrari comme un génie. Il se plaint de n'importe quoi. Une fois c'est avec Max, une autre fois c'est avec Charles. Lui, il voudrait une course de bisounours, sauf quand c'est lui, évidemment. Très 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 British, Russell. Et donc Russell, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit voilà, le dernier relais de Charles, c'était avec des pneus surgonflés parce qu'ils avaient un problème de fond plat. Possible que oui, possible que non. Voilà, on n'en saura rien parce que je crois que c'est l'omerta complète à Maranello. Il y a eu un problème de châssis. Et l'autre point quand même que je tiens à souligner, il y a des gens qui, lorsqu'ils sont frustrés, manifestent un petit truc, le disent un peu. Charles, lui, ça sort, boum, il est plus rital que les ritos. Il faudrait quand même qu'il se calme un peu en termes de com, parce que moi, j'aime pas ça. On peut avoir un problème, mais pas commencer immédiatement, alors qu'on est en course, à hurler sur l'écurie, et en plus en disant, si on m'avait écouté, ça se passerait pas. Bon, calme-toi Charles, parce que c'est pas comme ça que tu vas gagner les Grands Prix, et c'est pas comme ça que tu deviendras champion du monde. Guillaume, de ton côté, on n'a pas trop compris effectivement la justification du fait que les performances de la Ferrari se soient écroulées. On a vu notre ami Ange Pasquali, l'un de nos l'un des teams principaux, l'ancien patron de l'écurie Toyota en F1, qui nous a envoyé un petit WhatsApp qui semblerait qui expliquerait la problème de pression pneumatique par le fait qu'il y avait un risque que le fond plat ne soit plus conforme parce qu'il serait trop usé, et ça a été une raison d'ailleurs de la disqualification d'une Ferrari il y a quelques semaines déjà. Hein. Bah oui, c'est possible. Alors il y a 2 choses, il y a Ferrari et Leclerc. Pour Ferrari, je pense que je serais moins sévère que Christophe, mais je suis aussi moins fan et passionné par Ferrari, donc c'est dur de les mettre en flop. Ils font la pole, t'as une 4e.
Bon, le vrai flop de Ferrari, c'est plutôt Hamilton. Sur ce week-end, on va en parler. Mais Leclerc, il a plutôt fait un bon week-end. Et en fait, alors pour revenir sur Leclerc, totalement d'accord avec Alain. En fait, c'est quelqu'un qui est facilement frustré, Leclerc. Et c'est normal parce qu'il avait fait la pole, il avait des grosses attentes. Et sur le premier relais en médium, presque de manière surprenante, il garde le Piastri à plus de 2 secondes et on peut penser que ça va continuer. Mais après, en fait, c'est pas la faute de son équipe, quoi. Si c'est pas la faute du mur, en fait, si jamais il se retrouve comme ça. Je veux dire, Piastri s'arrête. Si Ferrari prend pas la décision et que finalement c'est Piastri qui gagne le Grand Prix, on va critiquer aussi Ferrari, donc ils réagissent. Tu vois, je pense que beaucoup d'écuries auraient fait la même chose à leur place. Oui. Et en fait, Leclerc commence à dire oui, les gars, on va perdre la course et tout, mais je sais pas qu'est-ce qu'il voulait, quoi. Pourquoi il s'en prend en fait à son équipe de cette manière-là. Et je trouve que ça c'est un peu dommage en fait. Si je peux me permettre, Olivier et Guillaume, en réalité, moi je pense que tout vient de ce quiproquo entre le pilote et les équipes, tu vois. Visiblement, la théorie qui est la plus probable, c'est qu'effectivement ils veulent protéger cette surface qui est contrôlée, donc cette plaque qui se trouve dans le fond plat, parce que visiblement, ils ne seraient pas sortis de cette problématique de hauteur de caisse. Et ça, ils ne veulent a priori pas le communiquer parce que ça voudrait dire en fait que les upgrades ne sont pas fonctionnels comme ils le désirent et que la hauteur de caisse en fait est toujours un souci malgré la nouvelle suspension. Ce qui veut dire que si on se met à la place du pilote et que avant la course, il y a eu des échanges autour de on doit augmenter la pression des pneus pour une question de hauteur de caisse et pour corriger une partie de l'aéro, on doit aller modifier ton aileron avant, que le pilote est au courant de ça et n'est pas du tout en phase avec cette prise de décision et qu'il se dit sans doute laissez-moi gérer le fond plat en fait, je vais trouver des solutions mais au moins j'aurai la performance, et que ça c'est la réalité des choses, du coup tu comprends sa colère, tu vois, parce que cette histoire de châssis, cette histoire de châssis c'est quelque chose qui a été utilisé, rappelez-vous, de nombreuses fois par Mercedes, par plein d'autres écuries en fait pour juste cacher une problématique de fond qu'ils n'ont pas envie d'expliquer. Tu vois, on dit, il y a un problème de châssis, ok, comment tu veux le vérifier? Tu sais pas le justifier en fait. Donc pour moi, la problématique, elle vient de là. Après, oui, comme le disait Guillaume, Charles en lui-même, ça n'a pas été un sujet. Il performe. Il arrive à faire des choses malgré tout, malgré les problématiques de la voiture. Et aussi, et c'est après je libère la parole, mais je pense que Charles, on le voit sans cesse même en qualification, il essaye de prendre le pas sur les gens de la stratégie et les gens qui sont dans les paddocks en disant voilà, ici pour la qualification, pour la Q3, on va faire ceci, on va faire cela, etc. etc. Et globalement, on voit que c'est un pilote en fait qui est en manque de confiance par rapport au fait qu'on l'écoute réellement. Et Hamilton semble dire exactement la même chose, qu'a priori, les autres personnes de l'écurie, y compris les stratèges, ne l'écoutent pas réellement. Et donc tout ça fait que tu t'énerves très rapidement en fait quand il y a des incidents, quand tu es sur la piste. À suivre, on va revenir sur le cas Hamilton dans un instant, mais auparavant, revenons sur le classement au championnat. Lando Norris réduit l'écart avec sa belle victoire sur Oscar Piastri, qui est second. Le pilote britannique revient à 9 points de l'Australien. Max reste troisième quand même avec 187 points au compteur. Le championnat semble donc, tu l'as disais tout à l'heure, plié pour Verstappen avec 97 points de retard sur Piastri, surtout que George Russell, quatrième, n'est plus très loin, il n'est plus qu'à 4 points du Néerlandais. Le premier Français, c'est Esteban Ocon à la 10e place. Hadjar est rétrogradé à la 13e place, Gasly est 14e avec 20 points à égalité avec Liam Lawson qui revient bien. Au championnat constructeur, qu'est-ce que ça donne sur surprise McLaren? Avec ce nouveau doublé s'envole encore au classement des constructeurs avec 559 points. Et dispose désormais de 299 points d'avance sur Ferrari. La Scuderia est donc seconde devant Mercedes avec 24 points d'avance. Les Red Bull sont quatrième avec 365 points de retard sur les McLaren, c'est fou. Alpine demeure dernière avec seulement 20 points. Voilà pour le top et les flops et le débrief de ce Grand Prix de Hongrie. On revient à présent sur le blues d'Hamilton. Un week-end noir pour Hamilton sur le Hungaroring, une course où il a si souvent brillé sur ce circuit à de nombreuses reprises. Tu le soulignais, Christophe,
Vraiment, c'est un week-end à oublier et c'est plutôt, ça fait peur presque la manière dont il a réagi. Hein. Oui, clairement, ça fait extrêmement peur. Et surtout, ça nous montre aujourd'hui que la problématique, c'est plutôt Hamilton et pas trop Mercedes à l'époque et peut-être pas trop non plus Ferrari aujourd'hui. Globalement, Hamilton a du mal et a toujours eu du mal en fait avec ses monoplaces à effet de sol. Donc, ce qui nous ouvre les portes, le champ des possibles pour 2026, parce que comme vous savez, l'effet de sol, ce sera terminé, on aura un fond plat, point, qui ne sera plus a priori travaillé. Mais malgré tout, oui, ça fait peur parce que ça nous donne la sensation qu'aujourd'hui, il ne rigole pas, c'est pas pour mettre de la pression sur Ferrari, c'est plutôt tout simplement, je suis inutile, etc. Et regardez en comparaison de Charles, la voiture est première en qualification et moi je suis nulle part. Donc, changez de pilote s'il vous plaît, quoi. Alors, on va rappeler d'abord les résultats. Il a plutôt bien commencé le week-end puisqu'il s'est qualifié. Enfin, il s'est qualifié. Il a eu des bons résultats en essai libre. Hein. Il était devant Leclerc et puis tous ces corsets, dirons-nous, lors des qualifications où il a loupé complètement ses qualifs et il a fini 12e, hein, alors que Leclerc, tu le disais, a fait la pole. Et puis il termine en 12e position. C'était très compliqué sur un circuit où on peut pas beaucoup doubler. Et tu l'as dit, il a eu des mots très durs à son encontre, hein, sur lui-même, l'ami Lewis. Il n'a pas cherché d'excuses. Hein, je cite, regardez ce slide, je suis inutile, je suis complètement inutile. La voiture n'a rien de mauvais. Vous avez vu Leclerc. Lui, il est en pôle. Le mieux, c'est sans doute de me remplacer par un autre pilote. Waouh, ça rigole pas, dans Camille. Hein. Non, ça rigole pas. Et là, pour le coup, je suis vraiment triste à ce niveau-là, quoi. Parce que c'est clair qu'il a le moral dans les chaussettes. Il comprend pas comment il peut y arriver, effectivement, comparé à Charles. Et on va pas dire que l'écurie Ferrari est auto-centré sur Charles, il le sait très bien, c'est une blague. Il est temps qu'il ait 3 semaines de repos, penser à autre chose, comme il a dit, rigoler, compliqué. En même temps, comme dit Fred, et il n'a pas tout à fait tort, au moment où il se fait sortir en Q2, Charles est tout prêt. Donc, c'est pas qu'il soit à la ramasse à 7/10, pas du tout. Après, le fait qu'il ne remonte pas, le seul qui a fait une grosse remontée, c'est Max, au forceps. Les autres, c'est quasiment impossible de dépasser, y compris Piastri sur Norris, alors que la voiture valait au moins une seconde de mieux. C'est un circuit sur lequel il est difficile de dépasser. Donc, il est resté englué dans le peloton, rien à faire. Il avait opté pour une stratégie avec Dehard en espérant qu'il pourrait tirer plus loin. Bon, ça n'a pas beaucoup aidé. Donc voilà, quoi. C'est moche et j'espère vraiment que dans 3 semaines, il va nous revenir requinqué, regonflé, parce que c'est un immense champion. C'est quelqu'un qui a plus qu'un esprit purement vissé sur la Formule 1. Il a des idées, il a des activités à côté. C'est quelqu'un qui est riche, quoi. Donc, d'abord, un respect et je dirais que toute velléité un petit peu injurieuse à son égard me semble tout à fait mal placée. Il n'a pas pu bénéficier de la danse si brillamment réussie de la pluie il y a une semaine, il y a peu à Silverstone, hein, Guillaume, cette fois-ci, il a quasiment pas plu, il a plu juste avant le début du Grand Prix en Hongrie. Même pas, il y a eu très peu de pluie. Alors moi, je vais pas du tout être injurieux parce que je pense que c'est pas bien effectivement de se réjouir du malheur des autres et des difficultés d'un pilote. Mais si j'étais un peu taquin avec nos amis Tifosi, Christophe et Alain, je dirais, les gars, je vous l'avais bien dit l'année dernière. Mais je ne le dirai pas parce que je veux pas en fait vous faire trop de mal en ce moment. Un peu quand même. Déjà en souffrance. Parce que qu'est-ce que j'avais dit du coup au niveau marketing, c'était génial. Opération Hamilton chez Ferrari, incroyable. C'était le pilote qui manquait pour que la Scuderia soit la Dream Team et puis gagne des titres. Mais sportivement, j'avais quand même dit que Sainz était quand même solide. Et là, pour l'instant, en fait, la réalité, alors ça fait que c'est qu'une demi-saison, un peu plus. La réalité semble me donner raison par rapport à vous, mais encore une fois, ça pourra changer après. Parce que si Leclerc performe bien et que Sainz était très proche de Leclerc dernière, c'est pas le cas d'Hamilton qui est, depuis le début de la saison, plutôt loin entre qui, pas forcément derrière. Il est derrière et on s'attendait à beaucoup mieux. Donc j'espère pour Ferrari et pour lui que ça va s'améliorer. Je pense que oui.
parce que c'est un grand champion, c'est un grand pilote, et qu'il y a une adaptation qui est forcément un peu difficile chez Ferrari, puisque la voiture est totalement différente de la Mercedes. Donc je pense que ça ira mieux l'année prochaine, j'espère pour lui, mais en tout cas sportivement, pour Ferrari, sur 2026, je pense que Sainz aurait peut-être mieux performé. Si on prend un peu de recul, Christophe, donc Camille, c'est un peu une surprise les performances de la Ferrari ce week-end. C'est pas forcément sur le papier un circuit qui est taillé pour la Ferrari. On l'attend plus sur un circuit à haute vitesse. On l'attendra plus peut-être à Monza dans quelques semaines après la trêve estivale ou encore un peu plus loin du côté des États-Unis, notamment à Las Vegas. Mais la semaine dernière, j'avais dit un truc. Pour moi, le Hungaroring n'est pas un circuit référence. Et que, quelle que soit la performance de Ferrari, ça n'augure rien de la suite. C'est-à-dire que Charles aurait gagné, ça n'aurait pas voulu dire que la suite va être fantastique, et inversement. Donc voilà, moi je n'irai pas plus loin dans les commentaires par rapport à ça. L'histoire du fond plat, ça va être une bouteille à encre pendant 3 semaines, donc ça va faire plaisir à tous les commentateurs et les gens qui cherchent le buzz. Pareil pour Lewis et sa déclaration, etc., etc. Max, voilà, moi... Mais tant mieux, ça fait du buzz pour la Formule 1, tout va bien. Ouais, moi je pense que c'est... Ouais, mais je pense que la performance est dans la voiture aujourd'hui. Je pense peut-être même en fait que dans certains points de vue, ils ont pu rattraper une grande partie de leur retard sur McLaren. Donc ça c'est bien. Par contre, j'ai vraiment peur que ce soit une véritable problématique qui soit cachée, encore une fois, et je le redis, derrière cette excuse du châssis qui a dysfonctionné. Si la problématique c'est le fond plat, parce que n'oublions pas aussi que Frédéric Vasseur, alors ça c'est la magie des médias également, c'est qu'il y a eu plusieurs interviews en même temps, au même moment. Et Frédéric Vasseur a été interviewé, Charles a été interviewé au même moment, au même instant, et les deux versions n'étaient pas les mêmes. À savoir que d'un côté, Charles disait non, mais c'est un problème de châssis, en fait, c'est un one-of-one, ne vous inquiétez pas. Ça, c'était déjà très bizarre de dire ça. Et puis, de l'autre côté, Fred Vasseur disait oh, non, c'est rien du tout, on ne sait pas du tout ce qui se passe encore, on doit analyser. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment une écurie qui s'est trouvée face à une véritable problématique. Et je pense cette problématique de hauteur de caisse qui n'arrive pas à la corriger et que ce serait dramatique en fait de pouvoir la mettre en avant aujourd'hui ou de devoir la mettre en avant. Donc voilà, pour résumer, je pense qu'ils ont de la perf, mais je pense qu'ils ont peut-être encore ce problème de hauteur de caisse. Allez, la citation qui fait mal pour clôturer ce chapitre, elle est signée Helmut Marko qui lui ne met pas des gants. Le second pilote, c'est aussi le point faible de Ferrari. Regardez. Avec Lewis. Allez, on enchaîne avec ce qui semble être un point important pour l'avenir de Ferrari, sa stabilité, avec le prolongement de Fred Vasseur. Allez, après plusieurs semaines de rumeurs en Italie, Ferrari a tranché. Fred Vasseur est officiellement reconduit à la tête de la Scuderia pour plusieurs saisons. Est-ce que tu as compris, donc Ami, cette signature? Encore une fois, j'en parlais en off avec notre ami Éric Bouillet. Il n'y avait pas forcément de date butoir. C'est un contrat pluriannuel pour beaucoup, et on pense notamment à la citation de Sainz. Il dit mais je comprends pas pourquoi on fait cette annonce maintenant. Pour moi, dans mon esprit, Vasseur était là pour plusieurs années. C'est juste pour taire les rumeurs. Qu'est-ce que tu as pensé de cette décision? Elle t'a rassuré ou au contraire, elle t'inquiète? Elle m'a complètement rassuré. Bon, vous savez que je ne suis pas très objectif parce que je suis un grand supporter de Fred. Je trouve que c'est vraiment l'homme qu'il fallait à la Scuderia. Heureusement, il est prolongé. C'est plus la communication à plus haut niveau, que ce soit CEO de Ferrari ou CEO du groupe Stellantis. John Elkann nous a habitués à des choses plus tactiques, quoi. Donc, je ne sais pas pourquoi ça a été fait, pourquoi ça a été dit comme ça, pourquoi ça a été fait à ce moment-là. Quoi qu'il arrive, des renégociations de contrats, il y en a toujours. Maintenant, voilà, quoi, jusqu'où ça devait courir, jusqu'où ça va courir. De nouveau, c'est la boîte de Pandore. Tant qu'il n'y aura pas un communiqué officiel dessus, toutes les conjectures seront possibles. Donc voilà, moi je suis ravi. Ouais. Point.
Le contrat initial courait jusqu'à fin 2025, mais n'incluait pas publiquement de clause de prolongation automatique. Celle-ci, donc, elle a été annoncée le 31 juillet. Le contrat de Vasseur est désormais pluriannuel, sans préciser cette fois-ci la durée, et confirme du moins la présence pour 2026, qui va être vraiment importante, Guillaume, Christophe, pour l'avenir de Ferrari. Il faut de la stabilité. Eric nous le dit émission après émission, Eric Bouillet, notamment quand on évoque notamment le cas d'Alpine, Guillaume. Ouais, moi je vais être très rapide sur Ferrari là et sur Vasseur. Je trouve que c'est une bonne chose à la fois pour Ferrari et pour les pilotes. Pour Ferrari, parce que Vasseur fait du bon travail et je pense qu'il faut du temps. Le modèle Jean Todt années 90, ça a pris plusieurs années. Donc laissons un peu de temps à Fred Vasseur qui fait quand même du bon travail. Et c'est une bonne nouvelle pour les pilotes parce que du coup, ils veulent tous les deux travailler avec Fred Vasseur. Leclerc était super content et l'a dit. Hamilton, j'ai rien lu sur lui, mais je pense qu'il est aussi content de travailler avec Fred. Il est peut-être d'ailleurs venu en partie pour lui. Donc laissons-les travailler. Et c'est une bonne nouvelle. Ça va mettre de la stabilité. Ça va calmer la presse italienne. Donc oui, je pense que c'est une très bonne annonce et c'est un très bon choix. Oui, la citation de Lewis Hamilton, la voilà. Il a publiquement exprimé sa confiance à Fred Vasseur. Fred est la principale raison pour laquelle je suis ici chez Ferrari. Je veux qu'il reste. Je crois qu'il peut nous ramener au sommet. Il n'y a pas plus clair comme message. Il y a aussi peut-être, Christophe, une raison qui peut expliquer aussi cette annonce, c'est que il y a un team principal qui est libre, enfin qui va l'être bientôt. C'est un certain Christian Horner, et on sait que Ferrari, par le passé, avait quand même essayé de le contacter, et que là, c'est une manière de fermer la porte définitivement à cette option-là. En tout cas, pour les prochaines années et pour le début de la nouvelle réglementation, c'est sûr et certain que ce sera a priori Fred Vasseur, sauf si ça part dans un délire complet. Mais oui, comme le disait Guillaume, pour construire un projet, tu as besoin de temps pour le maturer, etc. Et être dans la continuité, tu as besoin de temps. Il faut, pour pouvoir performer, que les pilotes et tous les gens à différents niveaux des équipes ne se sentent pas avec une épée de Damoclès au-dessus de leur tête, mais se sentent libres de pouvoir aussi faire des erreurs pour s'améliorer et pour, je pense, faire en sorte que Ferrari gagne enfin, parce que là, ça fait des décennies maintenant qu'on l'attend. Et donc oui, pour moi, s'il y a une personne aujourd'hui qui peut ramener la Scuderia à son niveau le plus haut, ce serait sans doute Fred Vasseur, voir avec quel pilote, évidemment, mais oui, pour moi, il a la confiance de l'équipe, il a la confiance des tifosi quand même, malgré tout, même malgré toutes les rumeurs en fait qui ont couru dernièrement dans la presse italienne. Mais franchement, non, bravo à lui, bravo aux équipes. En fait, ça fait plaisir à voir une équipe qui sourit et qui se fait des petites blagues, tu vois, en fait, qui construit une relation humaine, parce que avant tout, c'est un projet humain. Il faut quand même pas l'oublier. Si je pouvais Olivier, si je peux juste rajouter quelque chose sur Horner chez Ferrari. En fait, je pense que le projet Ferrari ne correspond pas vraiment à ce que recherche Horner aujourd'hui. C'est-à-dire que Horner, lui, ce qu'il veut, à mon avis, c'est avoir des parts dans une écurie de Formule 1, comme la Toto Wolff chez Mercedes. Et avec Ferrari, c'était quasi ou même impossible, en fait. Donc, sur le papier, ça pouvait être sympa. Mais en pratique, je pense pas qu'il y ait un bon match entre Horner et Ferrari. Et pour le coup, c'est peut-être plutôt vers Alpine qu'il faut se tourner. Et là, on va parler juste après de Renault, mais c'est plutôt vers cette option-là, à mon avis, qu'il faut regarder. Mais une fois d'accord avec toi, Guillaume. D'autant plus que Enstone, c'est quelques kilomètres de chez lui. Il restera en Angleterre, point barre. Et effectivement, le sujet que tu annonces me paraît être le plus juste pour l'avenir de Christian Horner. Allez, assez parlé de Ferrari, justement, on va s'intéresser cette fois-ci à Renault, avec la nomination notamment de son nouveau patron, Renault Alpine, à savoir, il s'appelle comment le monsieur? Il s'appelle François Provost. Du nouveau chez Renault et indirectement chez Alpine, avec la nomination d'un nouveau directeur général, le successeur de Luca Di Meo est connu, Guillaume, si tu veux développer un petit peu. Ouais, François Provost, qui était l'ancien directeur des partenariats, achats, affaires publiques du groupe. Donc, on va dire l'un des membres influents de l'équipe Luca Di Meo. Il était dans l'équipe dirigeante depuis plusieurs années et c'est une petite surprise parce que c'était plutôt le patron de Dacia, Denis Levaux, qui tenait la corde jusqu'à quelques jours avant la nomination de François Provost. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que Renault a fait plutôt le choix de la continuité stratégique.
en le nommant. Il n'y aura pas de grands changements, en tout cas pour Renault et pour Alpine, ce qui nous concerne plus ici. Ouais, je pense qu'il va revoir, en fait, l'idée c'est qu'il revoit quand même les ambitions d'Alpine à la baisse par rapport au plan de Luca De Meo qui voulait lui 7 véhicules et un chiffre d'affaires de 8 milliards d'euros à horizon 2030. C'est clairement compliqué. Et Luca De Meo avait reconnu lui-même il y a quelques semaines que construire une marque premium comme Alpine, ça prenait 20 ans. Ça prenait du temps et qu'on avait peut-être, du coup, c'était un peu en retour en arrière par rapport à ce qu'on avait imaginé au début, 2022-2023. Et donc la vente clairement d'Alpine n'a jamais été. Alors attends, n'allons pas trop vite, s'il te plaît. N'allons pas trop vite. Alors, pour bien comprendre, là tu parles d'Alpine, constructeur de véhicules, effectivement. Ouais. Il y a beaucoup d'ambition de la part de Luca De Meo autour d'Alpine, le constructeur de véhicules, de devenir une marque digne d'un Porsche, ni plus ni moins. Notamment, il lorgnait du côté du marché américain, qui aujourd'hui est un peu compromis avec les taxes de Donald Trump. Donc, ça va être très compliqué pour Alpine d'arriver aux États-Unis et de se développer aujourd'hui. Donc, ça va être vraiment compliqué de développer la marque. La question maintenant, c'est par ricochet, est-ce que ça va avoir un impact sur l'écurie F1, qui s'appelle Alpine, mais qui reste la propriété de Renault, bien sûr. Est-ce que le fait que on nomme le bras droit de Luca De Meo à la tête de Renault est une bonne nouvelle pour l'écurie Alpine? Juste après, je laisserai la parole, mais en fait, je pense qu'il y a deux choses. Il y a Alpine, constructeur, marque premium du groupe Renault aux États-Unis. Et là, clairement, il va y avoir des objectifs revus à la baisse. Et ensuite, il y a comment, en fait, Alpine F1 peut servir la notoriété de cette marque-là sur les différents marchés. Et vu les performances sportives de l'écurie Alpine F1 en ce moment, clairement, la publicité est presque plutôt négative pour la marque. Par conséquent, il y a deux options. Soit, en fait, François Provost décide de garder quand même cette vitrine-là, soit et pourquoi pas pour aider en fait les ventes d'Alpine, soit il le fait pas. Et mon idée, je pense malheureusement que la cession est plus que probable. Moi, je veux bien l'avis de Christophe et d'Alain, mais ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de changement là-dessus. Alpine, on l'a vu avec. Pardon. On l'a vu récemment, Christophe, avec notamment Aston Martin qui vient de se désengager officiellement de l'écurie F1, même si l'un des patrons reste bien sûr Lance Stroll. Il a fait une belle affaire. Aujourd'hui, l'écurie en elle-même est très rentable et la valorisation de ces écuries d'F1, c'est une super affaire pour les constructeurs. En termes d'image, c'est plus compliqué en effet. Sur le long terme, est-ce que tu les vois rester? On sent bien que l'année prochaine va être décisive en fait. Le fait de plus avoir de moteur maison et un moteur Mercedes, ça va être déjà une somme importante d'économiser pour l'écurie française. Mais si les résultats sont pas là, on peut légitimement se poser la question sur l'avenir de Renault en F1. Oui, que le constructeur justement Alpine ait besoin d'une. C'est une marque en fait qui a besoin d'une projection en sport automobile, quoi qu'il advienne. Donc ça, c'est une certitude. Maintenant, effectivement, la F1 aujourd'hui, comme aujourd'hui est Alpine F1, comment se comporte Alpine F1, ça n'est pas positif, comme le disait Guillaume, pour le constructeur. Donc ils doivent aller chercher ailleurs. Aller chercher ailleurs, c'est éventuellement l'endurance, c'est éventuellement du rallye plus tard, pourquoi pas, mais ils vont devoir aller chercher d'autres pistes de compétition, de visibilité au niveau de sport moteur. Et je pense en fait qu'il y a peu de chances en fait qu'ils continuent du côté de la Formule 1 qui coûte excessivement cher, plus cher même que l'endurance. La vraie question qu'on peut se poser aussi, donc Ami, c'est de savoir si François Provost sera vraiment compatible avec le flamboyant Flavio Briatore qui avait été imposé par Luca De Meo, et au-delà, savoir si effectivement sur le plus long terme, la carte Christian Horner ne peut pas s'imposer. C'est l'avis en tout cas de Ralf Schumacher, qui pense que comme le disait tout à l'heure Alain ou comme le disait Guillaume à l'instant, que Christian Horner veut prendre des parts, il veut devenir actionnaire d'une écurie, et la proie idéale, c'est aujourd'hui Alpine. Oui, voilà, je fais un petit peu la synthèse, je suis un petit peu plus écarté que Christophe, mais
Sur ce que dit Guillaume, je suis tout à fait d'accord. Et en gros, qu'est-ce qui peut se passer dans les mois à venir? Je dirais qu'il y a 4 facteurs. Le premier facteur, c'est le facteur humain. Je dirais que quand on regarde les photos côte à côte du nouveau CEO de Renault à côté de Flavio, il y a un truc qui ne va pas tout à fait. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon. Hein, voilà. Donc le facteur humain, c'est un premier facteur. Le deuxième facteur, c'est l'argent. L'argent, je crois qu'il a déjà été solutionné parce que la grosse source de perte, c'était le moteur. Mais en même temps, le moteur, lui, il va toucher aussi à l'aspect marketing. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est Alpine sans Renault? Bon, je sais pas grand-chose. D'autant que Renault, c'était vraiment là le socle réel de cette affaire. Hein. Renault a eu des titres de champion du monde à l'appel. Donc voilà, l'histoire, c'est Renault, c'est pas Alpine. Donc est-ce que quelque part, vouloir faire une marque comme Alpine en 20 ans... bon, peut-être que c'était la seule folie de Di Meo, de Luca. Et donc, le quatrième point, c'est l'opportunité. L'opportunité, pour moi, elle apparaît de plus en plus clairement. C'est Christian Horner. Christian Horner qui est capable de lever des fonds. On ne va pas dire qu'il en a beaucoup lui-même. Enfin, à mon avis, il a un chèque de sortie qui l'attend un peu. Ça va aider. Et puis, son palmarès qui est exceptionnel, quoi. Donc, moi, je suis investisseur. J'irai gaiement là-dedans. Voilà. J'y crois. Ouais. Mais il y a quand même une chance énorme que cette écurie change de nom, tout simplement, en fait. Oui. Parce que, comme tu le dis, et c'est pour ça qu'en fait, moi, je pense vraiment que là, tout ce qui a été fait, en fait, c'est tout simplement pour vendre à un moment donné l'écurie à un potentiel acquéreur. Pour moi, c'est une à peu près certitude. Parce que... Pour simplifier la vente, hein, c'est ça. Pour simplifier, c'est ça, exactement. Parce que globalement, aller chercher un moteur Mercedes, même s'ils sont sans doute de très bons moteurs, bah, ça ne fait pas rêver quelqu'un qui veut aller acheter une Alpine à 110. Franchement, moi, si je veux acheter une Alpine à 110, je veux du français. Je veux que ce soit une voiture française avec un moteur français qui soit très spécifique, en fait. Et c'est ça qui fait que, quelque part, en fait, Alpine a un attrait pour nous les Européens, mais sans doute pour d'autres personnes dans le monde. Tu vois à quoi ça servirait d'avoir un nom comme Alpine avec un moteur Mercedes? Ça n'a aucun sens en fait, sinon la revente. Et rappelle-toi ce que j'ai dit l'année dernière à l'arrivée de mon ami Flavio, hein, l'exécuteur des bases œuvres. Et dès le départ, il a exécuté la base œuvre, qui était la plus importante d'ailleurs, qui était de tuer le moteur Renault. Il l'a fait tout de suite et sans vergogne. C'est ça qui était la source de l'argent qui s'en allait, évidemment, hein, ça coûtait très cher. Le reste, une écurie de Formule 1, elles sont toutes rentables aujourd'hui. Elles valent beaucoup d'argent depuis qu'il y a le budget de cap. Donc, à partir de là... On parle de milliards en valorisation aujourd'hui hein, d'une écurie de F1. Voilà, ouais. Ça, c'est un super placement. Ouais. Allez, messieurs, box. Place donc au quiz F1. Cette semaine, un quiz F1 dédié 100% au circuit sinueux du Hungaroring. Pilotes, écuries, stratèges, ils ont tous été un jour victorieux en Hongrie. Comme chaque semaine, 6 questions, 4 indices par question et une question subsidiaire pour départager les meilleurs. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Main sur le volant, casque vissé, ceinture bouclée. Je suis un pilote de F1 vainqueur sur le Hungaroring. Attention, premier indice, en 2006. C'est sur ce circuit que je remporte ma première victoire en F1, en 2006. Jenson Button. Bonne réponse de Don Camille, qui commence fort cette semaine, comme la semaine dernière d'ailleurs. J'ai couru en F1 pour 3 écuries. Williams, j'espère que tu finiras mieux. Williams et Baronda. Je suis champion du monde en 2009 avec Braun Grand Prix. Je suis un pilote britannique. Il s'agit bien sûr de Jenson Button. 4 points pour Don Camille. À nouveau, un pilote vainqueur à Budapest. J'ai remporté en Hongrie ma toute première victoire, cette fois-ci en 2007. Ah. Non. Je n'ai pas entendu l'année. 2007. En 2000 quoi? 16 2007. Ah ben c'est Lewis.
C'est oui. Lewis Hamilton, à nouveau, bonne réponse de Don Camille. Je détiens le record du nombre de pôles position en Budapest. Je suis le roi du Hungaroring avec 8 victoires. Je crois qu'il a égalité avec Schumacher. Et je suis septuple champion du monde. Il s'agit bien sûr de Lewis Hamilton. Non, beaucoup plus que Schumacher. Hein. Là, plus ouais, je crois que Schum doit avoir genre 4-5 victoires. Il est 8-8. Donc, autant pour moi. Ouais. Ok, bon, on va vérifier. Réagissez dans les commentaires, on va vérifier. Ouais. Je suis un pilote vainqueur en Hongrie. Vous pouvez encore revenir, hein, Guillaume et Christophe. En 2003, je deviens le plus jeune vainqueur de Grand Prix sur ce circuit. Fernando Alonso, bonne réponse de Guillaume qui revient du Diable Vauvert. Il a piloté pour Renault ce jour-là, donc c'était en 2003. En 2021, ma défense face à Lewis Hamilton permet à Esteban Ocon de s'imposer sur une Alpine. On l'a oublié, mais Alpine a remporté il y a 2 saisons déjà, 3 saisons maintenant. Et dernier indice, je suis double champion du monde, l'un des meilleurs pilotes du plateau. Vous avez vu la déclaration de Villeneuve, le plus grand pilote du plateau, c'est pas Lewis, c'est Fernando. Je vais pas le contredire cette fois-ci. Nouvelle question. Ça fait 8-4, c'est ça en régie? Exactement, 8-4. Allez, je suis cette fois-ci un dirigeant d'écurie. Je fus le stratège légendaire de Ferrari et de Michael Schumacher. Ross Brown. Ross Brown, c'est qui a répondu? Je n'ai pas entendu à distance. C'était Guillaume? Ouais. Exactement, c'est Guillaume, ça fait 8 bonne réponse de Guillaume. En 2009, en Hongrie, l'une de mes F1 perd un ressort de suspension percutant gravement le casque de Felipe Massa. C'était une Braun. Je suis à l'origine de la réglementation actuelle de la F1 et en 2010, je vends mon écurie à Mercedes. C'est aujourd'hui Mercedes F1. Je suis un pilote à nouveau vainqueur en Hongrie. Et on vous entend en régie. Je suis le premier pilote de F1 vainqueur en Hongrie en 1986. Nelson Piquet. Nelson Piquet, bonne réponse de notre ami, donc l'ami qui est très en forme cette semaine. Cette victoire, je l'ai arrachée suite à un dépassement de légende et d'anthologie sur Ayrton Senna d'un superbe extérieur. Je suis triple champion du monde brésilien et j'ai piloté pour Benetton, Williams et Brabham. Nelson Piquet, ça fait 12-8, je crois, en régie. C'est une des images légendaires de la Formule 1. 12-8, effectivement. Allez, celle-ci va départager tout le monde. Je suis une écurie vainqueur à Budapest. Ma première victoire à Budapest date de 1988. Ferrari. Non. Ah oui. McLaren. Ayrton Senna s'est imposé à 3 reprises au volant de mes F1. Il s'agit bien sûr de McLaren. Lewis Hamilton s'est imposé en Hongrie à 3 reprises au volant de mes F1 et je détiens le record des victoires en Hongrie. Il s'agit de McLaren. Bonne réponse de Don Camille et nouvelle victoire de Don Camille. Bravo. On peut applaudir. Clap, clap. Non, mais c'est parce que Guillaume était encore sous le choc du Grand Prix. Voilà. En vrai. Allez, pour le plaisir, une petite question subsidiaire. Combien de pilotes français ont remporté le Grand Prix de Hongrie en F1? Le plus proche gagnera la médaille en chocolat. Allez, on commence avec Christophe. Combien de pilotes français ont remporté le Grand Prix de Hongrie? 2. Guillaume? Je dirais 2 ou 3, mais pour changer et départager... Ah non, ça commence à 86. Est-ce que Prost l'a gagné? Allez, 2 aussi. Il faut répondre. On connaît Prost. 2. Vous ne pouvez pas donner la même réponse, monsieur Guillaume. Je vais dire 1 alors. Ocon. 1 Ocon. Donc Camille. Ah, je crois que Guillaume a raison, mais je peux pas, donc 0. Non, mais c'est 1, c'est Ocon. Ouais, s'il n'y a qu'une seule victoire, c'était un piège. Et c'est vrai que c'est étonnant, il n'y a que Esteban Ocon, et c'est le seul Français à avoir remporté le Grand Prix de Hongrie. Brillante victoire. Il a gagné partout, tu vois, en fait. Oui, mais en 86, voilà, c'était... Bref, nouvelle victoire de Don Camille. Bravo Don Camille. Pour 2 victoires d'affilée, il faut revenir, mon cher Guillaume. Il faut remonter le niveau.
va y avoir le summer break, c'est pause estivale, mais vous allez voir, on va rétablir tout ça à partir de septembre. Ouais, t'as pris trop de borch, ça pèse un peu. C'est clair. Allez, avant que la nuit s'est déjà installée sur Sydney, on enchaîne vite fait avec la Minute Insta. La Minute Insta, on va s'intéresser à une seule publication, c'est celle qui a le plus buzzé cette semaine, c'est celle de Lewis Hamilton sur son compte Instagram, qui a énormément teasé. Regardez cette petite vidéo avec une phrase énigmatique. On a allumé l'allumette, maintenant suivez la fumée. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Beaucoup de commentateurs ont essayé de lui tirer les verres du nez, mais il est resté inflexible. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il a dit, durant on va le savoir dans quelques jours, il y aura pas mal de gens qui vont pleurer. Les larmes vont couler. Comment on l'interpréter? En tout cas, c'est un super teasing. Difficile à dire, certainement pas des larmes parce que Lewis arrêterait sa carrière. Enfin, en tout cas, je l'espère. En coulisses, je sais qu'une nouvelle Ferrari va être présentée le 9 septembre, donc c'est pas non plus la bonne date. Très franchement, les gars, en fait, je sais pas pour vous, en fait. Donc Camille, Guillaume, quoi, une opération de com, un sponsor, rien à voir avec le futur de sa carrière, vous pensez? Bon, difficile à dire, ou quelque Sachant chose de perso. Il s'implique énormément à titre personnel dans des œuvres. On sait qu'il a complètement changé. Déjà du temps de Black Lives Matter, mais aussi de par l'impact environnemental, il lui tient énormément à cœur. Il a vendu son jet, il a vendu. Il se veut beaucoup plus vertueux dans ses déplacements aujourd'hui. Il a complètement changé de ce côté-là. Peut-être qu'il attend un enfant, je sais pas. Il faudrait qu'il se marie déjà ou qu'il trouve. Qu'est-ce que qu'il trouve la promise. Non, mais vous avez entendu Olivier, il faudrait qu'il se marie. Oh, c'est beau. Enfin, dire ça à Don Camille, ça fait merveilleux. Non, mais ça, c'est pour faire plaisir à Don Camille. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait qu'il officialise une relation. Voilà, il faut remonter à des années pour cela. Mais bon, c'est pas le cas. Bon, Guillaume, pas d'info de ton côté, pas d'avis particulier. On aura. Mon avis, c'est que c'est absolument pas un retrait de la Formule 1. Non, d'ailleurs, il a dit il y a une semaine qu'il voulait pas terminer comme les champions chez Ferrari qui n'avaient rien gagné. Ça fait même pas un an qu'il est là. Évidemment, c'est pas ça. Et je pense que c'est effectivement plus personnel. Et puis, j'espère plutôt des larmes de bonheur que des larmes de tristesse. Voilà. On va voir. Sans doute autour d'une. Oui. Pardon. Sans doute autour d'une association, tu vois, un petit peu comme Ayrton l'avait fait en son temps. Moi, je pense que c'est effectivement plus d'ordre éthique, un engagement écologique ou autre, quoi. Allez, rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'infos. Pas dans Refait la F1 parce qu'on sera en vacances, mais sur Instagram. On enchaîne avec les pronos du Grand Prix des Pays-Bas. Les pronos avec notre partenaire de cette émission, il s'agit bien sûr de Winamax. Découvrez la double offre de bienvenue de notre partenaire Winamax qui donne à tous les nouveaux joueurs 2 bonus exceptionnels. Le bonus numéro 1, Winamax vous rembourse votre premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 €. Le bonus numéro 2, Winamax vous offre 10 € supplémentaires en cash avec le code promo AURELF1. Comment ça marche? C'est très simple, vous déposez 100 € en saisissant le code AURELF1 pour profiter de 10 € supplémentaires. Vous placez ensuite votre premier pari. Winamax vous rembourse le montant de celui-ci s'il est perdant dans la limite de 100 €. Vous pouvez vous inscrire sur Winamax et renseigner le code AURELF1 au moment de votre premier dépôt via le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Je rappelle que cette offre est réservée uniquement aux nouveaux joueurs. Je rappelle que c'est un jeu et que ce n'est pas qu'il est un jeu d'argent qu'il est interdit aux mineurs, que c'est pas un métier, ce n'est pas une alternative au travail. C'est un jeu qui ne permet pas de s'enrichir. Un grand merci en tout cas à Winamax qui sponsorise ce contenu. Avant de vous demander vos pronos pour le prochain Grand Prix qui aura lieu dans 3 semaines, ou plutôt retour à vos pronos du Grand Prix de Hongrie qui a eu la bonne pioche la semaine dernière. Alors, je vais mettre 1 Max, 2 Lewis, et alors j'hésite entre Lando et Hulk. Je vais mettre Lando. Je vais garder Norris, Piastri en 2 et Verstappen en 3. Ah, j'aime pas du tout. Moi, je vais mettre, comme vous pouvez le voir, évidemment, Max Verstappen en premier.
J'en ai marre de mettre les McLaren 2 et 3. On va mettre un petit Lando et un petit Piastri en 3. De mon côté, je vais mettre Piastri, Norris, Leclerc. Ouais, bon, on n'est pas loin, les amis, on n'est pas trop loin, mais on n'arrivera pas à l'avoir dans l'ordre. Les places à présent, on va faire mieux. Au prono du Grand Prix des Pays-Bas, dans 3 semaines, après la pause estivale, quel est votre sentiment? Qui sera le trio gagnant? On commence par Camille. Je suis tellement mauvais que je ne joue plus que les gros points là, donc on va commencer. Bon, quand même Piastri, juste pour le faire. Il n'y a pas de Lando, il y a Max en 2, et puis alors là, je frotte la manche de notre ami australien. Fernando 3. Ouh, tu veux flatter. Guillaume, ton prono? Je comprends pas pourquoi l'un met pas Lando. Donc moi, je vais mettre Norris en premier, parce que la remontée n'est pas encore terminée, elle est en route. Piastri en 2. Et allez, Leclerc en 3. Christophe, tu vas nous mettre une Ferrari ou pas? Bien sûr, avec Charles en premier, Oscar en numéro 2 et Verstappen en numéro 3. Ok, mon côté ce sera premier Norris, second Piastri et troisième Max Verstappen sur ces terres. C'est la fin d'On refait la F1. Merci de l'avoir suivi. Merci Guillaume, merci Christophe, merci donc Camille de vous être rendu disponible en cette période estivale. Prochain Grand Prix cap sur les Pays-Bas dans 3 semaines. On refait la F1 continue tout l'été. Non, en fait, on s'arrête 3 semaines. On va un petit peu se reposer. On se donne rendez-vous début fin août pour le Grand Prix des Pays-Bas dans 3 semaines, un peu plus de 3 semaines et demie. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube. On refait la F1 en cliquant également sur le petit pouce. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit bouton pour vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Voilà. N'oubliez pas, on refait la F1, c'est tous les lundis. À dans 3 semaines. Bonnes vacances.